Bonsoir à tous, bienvenue spécial Maroc ce soir. Vous le voyez derrière moi, on est dans une ambiance marocaine, nous sommes à Genève, rassurez-vous. J'aurais bien aimé aller au Maroc, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais nous avons le très grand plaisir ce soir d'accueillir la fine fleur des journalistes, des décideurs, des chefs de radio, de télé du Maroc. Nous avons même un parlementaire parmi nous. Nous avons des défenseurs des droits de l'homme au Maroc. C'est une délégation de plus de 20 personnes qui nous fait l'amitié de visiter la Suisse depuis quelques jours, qui se renseignent sur la Suisse, notre démocratie directe, notre fédéralisme, notre système, mais qui évidemment en échange nous donne des renseignements sur ce magnifique pays que des dizaines, des centaines de milliers de Suisses visitent. Presque chacun d'entre nous, au moins une fois dans sa vie, va en vacances au Maroc. Alors on connaît bien sûr le Maroc du tourisme, de la carte postale, le Maroc de la mer Méditerranée, de l'océan Atlantique, de l'Atlas, des montagnes très hautes. Certains sommets dépassent les 4000 mètres avec des neiges toute l'année, des neiges éternelles, le haut Atlas marocain. On connaît aussi la partie du désert, le Sahara, bien entendu. On va vous parler du Maroc ce soir sur un plan peut-être plus politique. Comment se porte le Maroc d'aujourd'hui, près de 60 ans après l'indépendance du milieu des années 50, la fin du protectorat français? Comment se porte le Maroc depuis ce qu'on a appelé génériquement le printemps arabe en 2011? Ce sont les dernières élections nationales. Bienvenue à tous. Je crois que vous pouvez vous applaudir, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous dans un spécial Maroc ce soir. Je vais commencer par vous présenter mes invités, en commençant peut-être par Nabil Driouf. Bonsoir. Bonsoir. Nabil Driouf, vous êtes rédacteur en chef et journaliste d'une télévision dont vous nous donnez le nom. Exactement. Midi 1 TV. Combien de spectateurs, on peut le dire? Des milliers. Des milliers. À quel endroit êtes-vous, monsieur? À Tanger. À Tanger. Ah, vous êtes tout au nord. Tanger. Oui, tout au nord. Alors Tanger, c'est une ville mythique. Comment se porte Tanger aujourd'hui? Tanger, c'est une ville au mouvement. Donc, on parle maintenant de Tanger Métropole. Donc, il y a un port, si on peut dire, stratégique basé à Tanger, pas loin de Tanger, à 20 km de Tanger. Il y a l'ancienne Tanger, le Tanger international, que tout le monde connaît. Oui, il y a, mythique. Voilà, mythique. C'était un lieu de rencontre entre plusieurs cultures, entre plusieurs civilisations et surtout la civilisation européenne et la civilisation, si on peut dire, arabe marocaine. Avec une communauté juive, par exemple. Bien sûr. Riche d'histoire, hein, des bien Espagnols sûr. exilés Voilà. au XVe siècle, etc. C'était le carrefour du monde. Le carrefour. Hein. Voilà. Et on voit l'Espagne depuis Tanger. On voit l'Espagne, on voit même les maisons de l'Espagne. On voit même les maisons. Voilà. Le deuxième invité que j'ai le plaisir de vous présenter est monsieur Abdel Wahab, pardonnez-moi, monsieur Salah El Ouaidi. Bonsoir, monsieur El Ouaidi. Bonsoir. Vous êtes président d'une association qui s'appelle Damir. Absolument. Damir veut dire conscience dans le sens pas simplement politique, mais éthique, si vous voulez. Il existe depuis 2 ans, mais le rôle de la société civile est aujourd'hui primordial dans ce pays. Par exemple, sur un certain nombre de questions brûlantes, il a été précurseur. Je veux parler par exemple de la question de la diversité culturelle et linguistique, de la lecture du passé douloureux des violations des droits de l'homme, de la question de la femme. À chaque moment où un dossier de ces dossiers très sensibles s'est posé, la société civile a été aux avant-postes pour proposer. Je précise juste une chose, monsieur El Ouaidi. Vous avez fait 10 ans de prison. Vous Oui. étiez détenu politique. Hein. Oui, pendant les années difficiles. C'est-à-dire, j'étais, mon frère et moi, emprisonnés parmi tout un groupe de militants politiques de gauche. Et chose quand même assez particulière dans notre pays, j'ai été également membre de la commission Vérité et Justice qui a travaillé de 2004 à 2006. Ça rappelle l'Afrique du Sud, ces deux mots. Et oui, le Maroc est l'un des 5 pays les meilleurs dans cet exercice que l'on appelle la justice transitionnelle. Il y a bien sûr l'Argentine, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Chili, le Timor oriental et bien sûr le Maroc. Et ça, c'est de l'aveu du secrétaire général des Nations Unies. Oui, M. Ban Ki-moon. Hein. Alors, non, l'ancien. Celui qui le précédait. Je rappelle que Vérité et Réconciliation, c'est évidemment l'exemple sud-africain, suite évidemment à la fin de l'apartheid. Monsieur Abdelaziz Karaki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Karaki. Bonsoir. Alors, vous êtes à la fois professeur de sciences politiques à Rabat
et directeur à la délégation interministérielle des droits de l'homme. Oui. En un mot, qu'est-ce que c'est? C'est un département ministériel qui a la responsabilité de coordonner toutes les politiques publiques dans le domaine des droits de l'homme, qui a aussi la responsabilité de, bien sûr, d'accompagner la société civile dans son action, à travers, bien sûr, la formation, le financement de ces projets. Et aussi, il a la responsabilité d'élaborer tous les rapports périodiques et aussi d'accompagner le gouvernement pour considérer les observations et les recommandations des instances internationales comme des feuilles de route pour des politiques publiques. Je vous pose directement la question. Comment se portent aujourd'hui, 2015, les droits de l'homme au Maroc? Il se porte bien. Je peux vous dire que c'est un très grand chantier qui a été ouvert depuis longtemps. Il est en pleine action. Nous avons passé du côté du plaidoyer au côté de planification des politiques publiques. Ce n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, on coordonne les deux actions entre le plaidoyer, bien sûr, dans un climat d'approche participative, avec, bien sûr, l'élaboration des politiques publiques, ce qui est une chose difficile et qui demande beaucoup de convergence, beaucoup, bien sûr, de participation de tout le monde. Merci beaucoup. J'aimerais accueillir M. Abdelali Hamidine. Bonsoir, M. Hamidine. Bonsoir. Alors, vous êtes parlementaire. Vous êtes parlementaire à ce qu'on appelle le Conseil des régions. Il y a 2 chambres. Le conseil, vous représentez au fond les régions, oui, c'est ça? Je suis Abdelali Hamidine. D'abord, je suis le président d'une association qui travaille sur la question des droits de l'homme, qui s'appelle Karama, la dignité. Et je suis élu de la région de Rabah Saleh Kenitra comme conseiller dans la chambre des conseillers. C'est une 2e chambre qui a à peu près les mêmes pouvoirs que la première chambre, mais il a les priorités sur les lois concernant les régions et les communes. Merci. Juste un mot. Votre parti, le PJD, oui, le parti Justice de la et Développement, vous avez gagné les élections de 2011. Oui. On dit parti islamiste. Mais l'islamisme marocain, qu'est-ce que c'est par rapport à d'autres modèles, par rapport aux Tunisiens dont on parle souvent ce soir? Je crois que le système des valeurs de tous les Marocains, il est basé sur 3 piliers solides. C'est l'islam, et l'intégrité territoriale et la monarchie politique, la monarchie constitutionnelle. Donc l'islam, c'est pas seulement pour le parti du PJD, l'islam c'est un patrimoine national de tout le monde. Et les juifs, nous sommes nos frères parce que nous sommes guidés par le commandeur des croyants, c'est le roi. Le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Qui est à la fois le chef religieux et politique du pays. Il préside les Marocains, il est le chef de l'État, il est aussi le commandeur des croyants, soit des musulmans, soit des juifs. Comment est-ce que vous expliquez la percée de votre parti aux élections nationales de 2011, sont les dernières élections nationales? Entre-temps, il y a eu des régionales et communales, monsieur. Notre parti, c'est un parti qui travaille sur le terrain, qui travaille aussi sur les institutions, qui a une bonne réputation avec les gens. C'est un cumul de travail de plus de 20 ans sur les institutions. Et bien sûr, il y a le militantisme et aussi la bonne réputation du gouvernement, du nouvel gouvernement. Hier soir, si vous avez suivi les médias, le FME a donné une déclaration que le Maroc a l'économie du Maroc s'améliore et se progressisse d'une façon très bien par rapport à plusieurs partis. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup. On va continuer les présentations. Abdelwahab Rami, bonsoir monsieur Rami, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur en communication à ce qu'on appelle l'ISIC, Institut supérieur de l'information et de la communication. Parlez-nous de cette instance, de cet institut. Alors, l'Institut supérieur de l'information et de la communication est une entreprise, enfin, c'est une institution qui forme les journalistes donc, au métier du journalisme, en fait. Voilà, donc, il a une très grande histoire derrière lui. Donc, ça remonte à 1967. Donc, le premier institut, qui était allemand finalement, c'était le centre de formation des journalistes. Et par la suite, l'État donc a pris la relève. Et je pense que la majorité des journalistes qui sont maintenant formés au Maroc ont tous passé par l'ISIC. Enfin, c'était l'Institut de journalisme, supérieur de journalisme, et maintenant c'est l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Alors j'y vais. Franco, est-ce que la presse est libre, totalement libre au Maroc? Non, je pense qu'on doit penser la presse en termes de progression. Donc, vous voyez, il n'y a pas de progression ultime. Donc, finalement, lorsqu'on est en mouvement,
Et le Maroc s'inscrit dans une certaine mouvance aujourd'hui. Vous sentez un progrès depuis quelques années? Pardon? Vous sentez depuis quelques années un progrès? Oui, oui, tout à fait, parce que maintenant il y a une réforme foncière, donc autour de tous les chantiers donc liés au journalisme. Donc on a la refonte, ce qu'on appelle le code de la presse et de l'édition, avec l'élimination de ce qu'on appelle les peines privatives de liberté. Et ça, c'est une chose grandiose au Maroc. Ensuite, il y a le travail sur le statut professionnel des journalistes, et il y a aussi l'instauration d'une instance, le Conseil national de la presse, etc. Donc vraiment, le Maroc, sur ce terrain, est en mouvement. Alors, merci beaucoup. Et puis une consoeur, Madame Amal Tazi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consoeur, vous suivez cette délégation, vous représentez la grande agence de presse au Maroc qui s'appelle Maghreb Arabe Presse. C'est l'agence de presse marocaine, au fond. Exactement. Alors, racontez-nous ce qu'est cette agence et comment vous vivez ces quelques jours en Suisse depuis que vous êtes là. Alors, quand vous venez de le dire, c'est l'agence de presse marocaine, c'est l'agence officielle. Nous sommes présents sur tout le Maroc à travers nos bureaux régionaux, mais aussi au niveau mondial avec des bureaux internationaux organisés en pôle. On produit des pêches dans les 5 langues, les 2 officielles, les langues officielles, l'arabe et l'amazigh, et aussi le français, l'anglais et l'espagnol. Comme toute agence de presse, l'agence a le souci de produire une information crédible et équilibrée, à la fois avec rapidité, mais aussi il y a le souci de proximité. Et de vérification des sources. Et de vérification des sources. Est-ce que vous êtes passé exactement. par cette école, l'ISIC, Je n'ai pas eu la chance de passer par cette école, mais on a suivi des formations. Moi, j'ai un parcours par l'école de traduction à Tanger, comme mon collègue en fait. Et Parce que l'agence prend aussi beaucoup de traducteurs. Voilà. C'est le souci de diversité. Il faut représenter toutes les... surtout pour nous, l'arabe. Moi c'est l'arabe français, mais on a mes collègues dans toutes les combinaisons que je venais de dire. C'est en accompagnement de toute cette démarche des réformes lancées au Maroc dans le cadre de la régionalisation avancée. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, on a un événement historique, ça tombe assez bien, je me suis un peu renseigné. Demain, c'est le 40e anniversaire de la Marche verte. On se souvient que le roi Hassan II, ça fait exactement 40 ans, avait appelé des foules immenses à se rendre dans le Sahara pour récupérer, je pèse mes mots parce que je sais que la question est délicate chez vous, ou s'approprier, diront d'autres, une partie du désert dont on sait qu'elle est conflictuellement perçue entre vous et d'autres. On connaît la question du Front Polisario, bien entendu. D'ailleurs, je vais le dire, certains d'entre vous voulaient bien vérifier qu'on mette la bonne carte ce soir. On a mis la bonne carte. C'est très sensible au Maroc. Hein. Vous avez raison, d'ailleurs, on l'a fait. Que représente cette marche et l'histoire de cette marche aujourd'hui? Qui veut s'exprimer? Peut-être vous, monsieur, très volontiers. Oui. Alors, c'est quand même une date très symbolique pour les Marocains. Bien sûr, historiquement, le Sahara est une partie du pays qui a été, lors de la colonisation, si vous voulez, retranché de la mère patrie. C'était les Espagnols. Au profit des Espagnols, oui. Absolument. Les Espagnols ont pris le nord et le sud, et les Français ont pris donc le centre. Et donc, la récupération des territoires du Maroc s'est faite progressivement. Et d'ailleurs, il reste encore 2 présides, Ceuta et Melilla, qui restent encore sous occupation espagnole et auxquels les Marocains tiennent énormément. Ce qu'il y a eu dans la progression, dans l'évolution dans la région, c'est que dans la dynamique de la construction démocratique, parce que, rappelons-le, le Maroc, c'est aussi
bien sûr les images que vous faites. Magnifique. Mais c'est également, de grands projets structurants et surtout une progression, une construction démocratique en cours et surtout une dynamique sociétale extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui permet en quelque sorte l'alternance des forces politiques qui sont en présence et l'accession du PJD donc à la tête du gouvernement. Maintenant, pour ce qui est du Sahara, eh ben, aujourd'hui, elle est, par le Maroc, elle est l'objet d'une proposition, enfin d'un projet d'autonomie répondant aux besoins et de l'évolution démocratique de la région. Et aujourd'hui, le projet du Maroc est accepté par de très grandes puissances et principalement par des pays qui appuient. Alors, demain, le roi du Maroc, Mohamed VI, va s'exprimer pour le 40e anniversaire. C'est évidemment un discours attendu, symbolique, fort, en direct du Sahara. Il va se déplacer. Qu'est-ce que ça signifie dans la conscience marocaine, ce symbole que donne le roi demain? C'est tout le Maroc qui est mobilisé autour de la cause nationale. C'est la mobilisation nationale de tout le monde. C'est bien sûr, ça nous rappelle la marche verte. Moi, quand j'étais petite, je m'en souviens très bien. J'étais adolescent. C'était un événement considérable, hein, monsieur, peut-être, oui. Oui, tout à fait. Mais je peux dire une chose, que le Sahara marocain, ce n'est pas un territoire comme tant d'autres territoires qui existent partout dans le monde. C'est une partie de l'identité marocaine. La plupart des familles marocaines ont des liens, je dirais des liens de sang avec le Sahara marocain. Donc c'est une question de toute une nation, de tout un peuple, et c'est une question d'existence. C'est tout à fait différent de n'importe quel autre territoire. Je voudrais vous poser, avant de donner la parole aux gens autour, mesdames, messieurs, une question très sensible, perçue ici comme très sensible. Nous sommes en Suisse dans une démocratie, vous l'avez noté, mais vous avez un roi dont nous avons parlé tout à l'heure, et ce roi est très puissant en comparaison internationale et même en comparaison monarchique internationale. Il a le pouvoir politique, mais il a également, vous l'avez rappelé, monsieur, le pouvoir de commandeur des croyants, donc le pouvoir spirituel, religieux. C'est très important, ces deux pouvoirs réunis. Est-ce qu'on a le droit au Maroc, quel que soit le bord politique d'où l'on vient, de critiquer le roi sans terminer en prison? Qui souhaite ces voix? Peut-être moi, vous, je vais vous dire une chose, monsieur. Je vais vous dire une chose, monsieur, c'est que depuis longtemps, au Maroc, il n'y a plus de tabou. Les Marocains critiquent tout le monde. Les Marocains peuvent, bien sûr, s'exprimer librement. Et je peux même vous dire que le roi a interdit de poursuivre n'importe quelle personne s'il est sujet d'une critique devant la justice. Donc là, vous pensez, la page est tournée, parce qu'on a eu des moments de lèse-majesté dans les dernières décennies, vous êtes d'accord? Oui, mais le Maroc, il faut d'abord aussi prendre une chose en considération. C'est que nous sommes une monarchie, il faut aussi prendre la logique des monarchies et le changement dans les monarchies. C'est une chose qui s'opère dans la continuité des institutions, et lentement. Donc c'est presque la même chose que ce qui s'est passé en Angleterre, dans toutes les monarchies qui existent au monde. Il n'y a pas de différence. Donc Alors sur la question du roi, peut-être monsieur? Sur la question du roi, n'oublions pas que la justice transitionnelle qui, en quelque sorte, regarde avec beaucoup de critiques le passé, dans toutes les expériences de justice transitionnelle, il s'agissait de république. Or, le Maroc est le seul pays monarchique qui a fait ce travail, et ce n'était pas facile pour le fils de mettre sous la loupe toutes les politiques contraires aux droits de l'homme de son Sur la question père. du roi, encore monsieur, et puis je vais venir vers vous. Maintenant, tout le monde parle de l'exception marocaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse. Lorsqu'il y a les contestations de 20 février, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, le roi a prendre l'initiative pour déclarer la nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, c'est une réponse politique, intelligente, avec un discours clair et franc, et pas avec les mêmes réponses qui ont été données dans les autres pays. Oui, c'est pour cela, le sang a coulé. C'est pour cela que tout le monde croit que la démocratie évolue d'une façon progressive et avec le roi.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes dans un spécial Maroc. Quelqu'un me fait signe. Nous parlons du roi du Maroc et de son rôle considérable et de la possibilité d'émettre un discours critique. Monsieur, je vous écoute. Je garde le micro. Je voulais juste préciser que la nouvelle constitution a supprimé un article qui prêtait à controverse et qui disait que la personne du roi est inviolable et sacrée. Ça n'existe plus dans notre constitution. Donc, vous percevez quand même un progrès. Bien sûr. Bien sûr. Isabelle Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez, vous êtes chargé de mission et de communication à l'ambassade suisse du Maroc. Et ça dépend de la DDC. La DDC, c'est l'aide humanitaire chez nous. Quels sont les liens entre la DDC et le Maroc, au fond? Ou bien la DDC, donc le Bureau de la coopération suisse à Rabat, a des projets extrêmement actifs depuis bientôt plusieurs dizaines d'années, mais en particulier depuis 4, 5, 6 ans, où une cinquantaine de projets sont implantés dans le pays en partenariat avec les Marocains et les associations locales, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de la liberté d'expression, dans la création de l'emploi, dans les énergies renouvelables, le soutien à des projets liés aussi à la protection des migrants. Donc économie, migrants, liberté d'expression, soutien à nos amis journalistes dans la promotion de la diversité culturelle. Voilà, donc c'est vraiment des projets qui sont très, très vivants et très actifs et en partenariat avec en particulier pour ce projet-ci. Donc nous avons invité ce groupe de journalistes en partenariat avec le Media Diversity Institute et qui est ici présent d'ailleurs pour le MDI, comme on dit, pour présenter à nos amis journalistes, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir le retour par rapport à ça, les outils de la démocratie en Suisse, parce que ça fait maintenant une semaine qu'on tourne à travers toute la Suisse pour rencontrer des personnalités de nos institutions, notamment l'Institut du fédéralisme en Suisse, des rédacteurs en chef, etc. Ils ont vraiment découvert la démocratie dans son application et surtout la diversité dans son application dans la réalité. Donc... Merci, Madame Bourgeois. Il nous reste 2 minutes, alors on va faire vite, hein, mais je sens qu'il y a des messieurs qui avaient envie de parler. Je vais vous demander à ces 2 messieurs d'abord de vous présenter et de nous faire une remarque, mais assez rapide, peut-être 20 secondes par personne. Rapidement, je suis Abdelatif Mbara, je suis directeur de l'information des chaînes de radio nationales au Maroc. Ce que je voulais rajouter, on a beaucoup apprécié ces images qui font l'arrière-plan. Elles sont belles, certainement. Le choix est judicieux du réalisateur. Mais le Maroc, c'est aussi des aéroports, des grands aéroports, les premiers en Afrique. C'est aussi un grand chantier TGV. Donc il n'y a pas que les chameaux. Les chameaux, c'est folklorique, c'est bon, ça fait partie de notre culture. Mais le Maroc, c'est aussi la 3e, la 4e économie en Afrique. Comment se porte la question des phosphates? Je sais que c'est une richesse très importante du Maroc aujourd'hui. Je crois que les chiffres sont là. Le Maroc est le premier pays producteur, exportateur. C'est une richesse nationale. C'est peut-être la 2e rentrée d'argent des caisses après le tourisme. Et le tourisme, c'est vraiment l'industrie majeure, au fond, pour le Maroc, pardon. Écoutez, le Maroc a plusieurs potentialités. Il n'y a pas que le tourisme. On apprécie les pays lorsque leur génie est au comble, tel que le vôtre. Mais vous avez un discours gaulien, vous êtes extraordinaire. On applaudit là, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, quand on est, au fond, le patron des médias, on leur donne des ordres directement? Non, c'est plus le... Je ne vais pas tomber dans mon piège. Non, je vous parle franchement. Je n'ai jamais... pris le téléphone écoutez, c'est pour cadrer, c'est pour donner des orientations, oui. Mais pour réprimander, non. Ce n'est plus le cas. On est dans un monde où tout le monde est comme tout le monde. Oh, mais monsieur, merci beaucoup. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous laisse vous présenter. Je suis Hamid Saadani, je suis directeur adjoint de l'information à la 2e chaîne de télévision marocaine qui s'appelle 2M. Parlez-nous de votre métier, de cette chaîne qui est une chaîne publique, je crois. Oui, il est commencé privé, puis avec l'arrivée des paraboles, on ne pouvait plus payer le décodeur. C'est l'État qui a sauvé cette chaîne et depuis 1996, il est devenu public. Est-ce que vous faites de l'actualité politique, par exemple? Vous avez des débats comme celui-ci, où la classe politique s'engueule un peu, discute? Oui, on a des émissions de débats politiques en direct.
en direct, on a des émissions de concert de la femme, les jeunes. C'est une chaîne qui est généraliste et c'est la chaîne la plus regardée au Maroc. Il a à peu près un quart de l'audience. Et avec les chaînes, les autres chaînes publiques, on fait quand même 50% d'audience chaque jour. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez moins parlé. Alors, je vous laisse peut-être nous dire le mot de la fin parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. Je vous écoute. Monsieur Nabil. Nabil, voilà. Je voulais juste dire que la marche verte a pu ouvrir depuis 1975 un processus de démocratisation au Maroc. Après la marche verte, il y avait des élections en 1976, un nouveau gouvernement en 1977. Dans les années 90, il y avait un autre processus qui a facilité la transition démocratique au Maroc. Il y avait un gouvernement d'alternance en 98. Après, donc, il y avait l'instance de la vérité. Donc, tout un processus que la marche verte et le dossier de Sahara a aidé de le faciliter. Je veux dire. Mais donc demain c'est un jour important. Oui, voilà. Demain c'est un jour important. Ouais. Je veux dire que le problème du Sahara coûte beaucoup aux Marocains, coûte beaucoup aux Maghrébins. Il faut s'arrêter avec cette logique de la guerre froide. On n'est plus en l'année 75. On n'est plus dans les deux pôles, on est dans un monde de mondialisation, de commerce et d'Internet. Il faut s'arrêter avec ça et il faut voir au futur. Nabil Driouche, merci. Vraiment le mot de la fin. Oui. Je voudrais juste parler aussi de la situation de la femme au Maroc parce que c'est important. C'est un paramètre pour pouvoir jauger donc l'esprit de démocratisation de la société. Et nous sommes vraiment dans une politique d'institutionnalisation donc de la parité et tout autour de la femme. Et ça, c'est très important. Je pense que le souffle d'émancipation autour de la femme existe ici maintenant au Maroc. Et ça va faire de belles perspectives par la suite. Alors, mesdames, messieurs, je suis obligé de m'en tenir là. J'aimerais dire notre très grande admiration pour votre pays. Je dis à ceux qui nous regardent, c'est pas seulement les vacances, et Dieu sait si elles sont belles, mais c'est des millénaires d'histoire politique, confessionnelle, religieuse. La question confessionnelle est passionnante dans l'histoire du Maroc. Plusieurs langues, hein. On n'a pas abordé la question des langues. Il n'y a pas que l'arabe et le français. C'est plus compliqué. Hein, oui, exactement. Des chaînes de radio et de télévision. Demain, un discours du roi pour le 40e de la Marche verte, ce qui fait que cette émission tombait assez bien. Monsieur Dalbousco, que je viens d'avoir au téléphone avant l'émission, qui est notre ministre des Finances au niveau cantonal, vous adresse ses amitiés et il estime que votre pays est absolument magnifique. Il vient de me le dire. Monsieur Dalbousco, qui sera notre invité lundi. En attendant, on aura le deuxième tour de l'élection au Conseil des États, Grand Genève à chaud, dimanche de 18h à 19h. Vive Genève et vive le Maroc. On peut s'applaudir. Merci infiniment à tous.